Alors bonjour. Dans cette capsule-ci, on va aborder euh, le chapitre 7 dans les trois capsules qui viennent. Notre module porte sur les ondes mécaniques et lumineuses. Dans le chapitre 7 et le chapitre 8, on va se concentrer sur les ondes lumineuses. On a parlé des ondes mécaniques au chapitre 1, 2 et 3. Tout ce qu'on a appris sur la façon de décrire les ondes et sur le phénomène d'interférence va s'appliquer évidemment ici aux ondes lumineuses avec des applications extrêmement importantes dans toute la technologie. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors, je vais passer au diapo et comme on a déjà fait, on va alterner caméra, diapo, livre et solutions d'exercice. Les exemples et exercices que je vais commenter ont été mis sous format PDF ou vont l'être dans Colnet Cours Ressources. Alors, on va aller au diapo. Alors, comme je disais, on va parler d'interférences lumineuses. Alors, si vous vous promenez un peu dans la nature, donc il faut sortir dehors, vous pouvez voir notamment des choses comme les ailes irisées des papillons. J'ai pour ma part fait de l'ornithologie depuis l'âge de 12 ans et on regarde un oiseau qui semble aussi peu sympathique que les tourneaux sansonnets. Et quand on le regarde dans le soleil, on va voir plein de différentes couleurs sur ses ailes. Et ces couleurs-là, on va l'expliquer un peu plus tard, sont reliées, sont causées par des interférences lumineuses qui vont favoriser l'une ou l'autre couleur selon les circonstances. Dans le module 1, on a regardé les phénomènes lumineux, réflexion, réfraction, interférence, diffraction, polarisation. Dans le module 1, qui portait sur l'optique géométrique, on a pu analyser les phénomènes de réflexion et réfraction sans se demander quelle était la nature réelle de la lumière. Dans les chapitres qui viennent, on va analyser trois phénomènes extrêmement importants, l'interférence, la diffraction et la polarisation de la lumière, qui ne peuvent être expliqués que en termes d'une approche ondulatoire à la lumière. On montre ici un exemple de deux sources ponctuelles, comme des petites aiguilles qui frappent sur un plan d'eau dans un bassin qui est illuminé par le dessous. Et on voit chacune des sources est à l'origine d'ondes circulaires se déployant dans le bassin. Et on voit des points où il y a des interférences constructives et des interférences destructives. On a déjà parlé de cette interférence-là pour les ondes mécaniques au chapitre 2 et 3. La même chose se produit pour la lumière, et c'est une expérience dont on va parler dans la section 7.2, l'expérience des fentes de Young. Ici, on a le cas d'une source lumineuse qui passe par une fente étroite. La lumière va se disperser sous forme d'ondes sphériques, va atteindre deux autres fentes. Chacune de ces fentes-là va donc être à l'origine d'ondes sphériques et il va y avoir sur un écran des interférences constructives et destructives. En passant, on va reparler de ceci dans notre prochain module lorsqu'on va parler de la mécanique quantique et ça va nous amener à parler d'un paradoxe très intéressant en mécanique quantique, celui du chat de Schrödinger. Alors, quand on parle d'interférence, on l'a déjà vu pour les ondes sonores, on parle en fait de la superposition de deux ondes qui auront suivi des chemins différents et on va les superposer en un point P. Alors, ça va dépendre essentiellement de la géométrie, mais également du milieu traversé. On va introduire quelque chose qu'on va appeler le chemin optique, qui va dépendre non seulement de la longueur, de la distance parcourue, mais également de l'indice de réfraction dans ce milieu-là, puisqu'on sait que l'indice de réfraction
va affecter la vitesse de la lumière dans le milieu d'indice 1 ou d'indice 2. Or, voici, si on regarde ces deux ondes-là, elles vont se combiner au point P. En ce point P, on a donc deux sinus qui vont s'additionner. Et là, on va introduire le fait que dans le milieu d'indice de réfraction 1, la lumière va avoir une longueur d'onde spécifique à ce milieu. Donc, une lumière entrant dans le milieu avec une longueur d'onde qu'on appellera, par exemple, la longueur d'onde dans le vide ou dans l'air, cette longueur d'onde-là va prendre une autre valeur dans le milieu d'indice n. J'ai préparé pour vous ici un petit calcul qui le démontre. On se rappelle que l'indice de réfraction n, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Et seule la fréquence est conservée. On sait que les vitesses, c'est la fréquence fois la longueur d'onde. Or, quand on fait le rapport des deux vitesses, on trouve que l'indice de réfraction est donné par lambda vide sur lambda n, d'où le lambda, la longueur d'onde dans le milieu d'indice n, est égal à lambda dans le vide divisé par n, et ça va venir nous permettre de transformer ces deux chiffres-là de la façon indiquée ici. Or, ici, on a la longueur d'onde dans le vide, suivie de la longueur d'onde dans le milieu 1. On aurait R2 sur lambda 2 qui devient cette fois-ci N2R2 sur lambda, lambda étant la longueur d'onde dans le vide ou dans l'air avant de pénétrer le milieu. On appelle chemin optique ce produit-là de la longueur géométrique R2 par l'indice de réfraction N2 ou R1, N1. Si vous regardez ici, si on fait la comparaison, le ratio du chemin optique à la longueur d'onde, on est en train de dire le chemin optique comparé à la longueur d'onde, à combien de longueurs d'onde il correspond. Donc, n, par définition, ça va être le ratio entre le chemin optique et la longueur d'onde. Rappelez-vous de... Excusez. Bon, on revient. Alors, j'étais en train de dire, rappelez-vous que dans notre équation d'onde, le terme Kx, je l'avais réécrit de la façon suivante, 2pi fois x sur lambda, pour bien montrer que le déplacement x devait être comparé à lambda. Si x était égal à 1 fois lambda, ça faisait comme 1 fois le tour du cercle trigonométrique, donc multiplié par 2pi radian. Si x était égal à 2 fois lambda, divisé par lambda, ça faisait un ratio de 2, donc 2 fois le tour du cercle trigonométrique. Alors, je vais retourner à la diapo et adapter ça à ce qu'on est en train de regarder. Or, ici, le ratio entre le chemin optique et la longueur d'onde va nous dire combien de fois la longueur d'onde dans le vide est inclue dans le chemin optique, ou autrement dit, combien de fois on aura fait le tour du cadran trigonométrique. Pour l'interférence entre nos deux ondes au point P, ce qui va nous dire si on a une interférence constructive ou destructive, ça va être la différence entre le nombre d'ondes dans le milieu 2 moins le nombre d'ondes dans le milieu 1, nombre de longueurs d'onde, pas le nombre d'ondes. Or, si n2 moins n1 est un nombre entier, ce sera un nombre entier qui multiplie 2pi. On aura ainsi un nombre pair de fois pi, d'où une interférence constructive. Si n2 moins n1 est un nombre demi-entier,
on aura un nombre impair de fois pi et on aura donc une interférence destructive. Et pour toutes les autres valeurs, ben, on aura tout simplement une interférence de type intermédiaire. Or, c'est ce qu'on illustre ici, qu'on a déjà vu au chapitre 2 et 3. Si n2 moins n1 est un nombre entier qui peut être positif ou négatif, ça donnera une interférence constructive, d'où le petit c sous le nombre m, pardon, qui doit être un entier. Si n2 moins n1 est un nombre demi-entier, avec md un entier plus positif ou négatif, plus une demi, ça devient un nombre, l'équivalent d'une interférence destructive, puisqu'on a un nombre pair auquel on rajoute une fois comme l'équivalent de pi radian ou 180 degrés, donc un déphasage. Pour regarder ça, pour voir comment ça s'applique, on va regarder l'exemple 7.1 que nous allons trouver à la page 243 du manuel. Alors, je vais aller au manuel, page 243, nous y voici. Or, l'exemple est le suivant. On a deux ondes lumineuses, onde 1 et onde 2, qui sont initialement en phase, c'est-à-dire que si l'une est à son sommet, l'autre est également à son sommet ou un creux, les deux sont en phase. La longueur d'onde 632.8 qui en fait est la lumière rouge, un des tout premiers lasers à être connu qui est laser hélium-néon, très répandu en pratique. Les lames de verre n'ont pas toutes la même épaisseur, 4,75 microns pour l'une et 4,16 microns pour l'autre, et les indices de réfraction diffèrent. Quel est le déphasage entre les deux ondes? Lorsque la première onde revient dans l'air. Alors, la première onde ici, et son déphasage par rapport à la deuxième. Quel est le déphasage et de quel type d'interférence s'agit-il? On va aller regarder la solution que j'en ai faite, que vous trouverez dans PDF. Or ici, j'ai dû me développer un tout petit curseur pour que ça apparaisse sur l'écran. Or, ça va être ceci, le curseur. Or, on a donc nos deux lames, la lame 1 d'épaisseur 4,75 microns, la lame 2 de 4,16 microns, leurs indices de réfraction. Je les ai montrés ici toutes les deux hautes, donc en phase, et on demande si elles sont encore en phase ou hors de phase au sortir de la longueur 1. Le nombre d'oscillations ou de longueurs d'onde dans le milieu 1 est donné par N1 fois la longueur L1 divisé par lambda dans le vide ou dans l'air. Ça donne 11,48 longueurs d'onde. Pour le trajet de l'onde 2, il faut considérer le trajet ici dans le milieu d'indice 2 plus le trajet dans l'air. C'est ce qu'on fait ici. N2, L2 sur lambda plus NR qu'on va prendre égal à 1 fois la différence ici, L1 moins L2 sur lambda, et ça donne 9,48. Et si on regarde, 11,48 moins 9,48, ça donne 2. Il y a donc deux ondes. On a donc une interférence constructive. Alors, on va revenir au diapo. Voilà, on finit par y arriver. On va aller un petit peu plus loin dans notre analyse de ce qui se passe dans un milieu de propagation de l'onde. Or, ici, ce qu'on montre, c'est une onde qui est incidente, mettons à partir de l'air ou du vide, vers un milieu qui peut être une lame de verre, qui pourrait être un plastique. Et on va regarder ce qui arrive. Il y a toujours une partie de l'onde qui est transmise, mais il y a une partie de l'onde qui est réfléchie. Et dans plusieurs cas, ce qui va nous intéresser, c'est la partie d'onde qui est réfléchie. On a déjà parlé de réflexion dure et de réflexion molle. Lorsque la lumière passe d'un milieu d'indice faible à un milieu d'indice plus élevé, on aura réflexion dure et on a dit qu'il y aurait inversion de phase, donc 180 degrés ou pi radian. Ça va correspondre à ajouter une demi-longueur d'onde. Donc, au nombre de longueurs d'onde
donnée par le chemin optique, plus une demi-longueur d'onde due à la réflexion dure. Lorsqu'au contraire, l'onde arrive d'un milieu qui est d'indice élevé vers un milieu d'indice faible, la partie qui va être réfléchie à l'intérieur va subir une réflexion molle et il n'y aura ici aucune inversion de phase d'ajoutée. Donc, il va falloir tenir compte des phénomènes de réflexion dure et de réflexion molle. Et pour ce faire, on va aller regarder un exercice qui est l'exercice P7 à la page 262 de notre volume. Donc, on va aller regarder le volume en page 262. Et ensuite, je regarderai avec vous la solution que j'ai donnée en format PDF. Or, on a une onde lumineuse qui est réfléchie, bon, une longueur d'onde, réfléchie par une surface de verre 1,52, puis elle pénètre dans le milieu et elle est réfléchie par la surface supérieure pour être ensuite réfractée dans le verre. Une deuxième onde ayant la même longueur d'onde se propage parallèlement à la première, bon, des angles de 40 degrés. On va aller regarder le schéma à la page suivante. On a donc une onde qui pénètre d'un milieu, qui va être réfléchie à l'autre milieu, revenir ici, réflexion à l'air, et va être transmise ici. On a une seconde onde qui pénètre dans le milieu et qui va faire ce trajet-là. Et on demande de regarder, en supposant que les deux ondes sont initialement en phase à l'entrée dans le milieu d'indice 2, quel est leur déphasage à la suite de leurs différents trajets dans le verre et quel type d'interférence obtient-on? On va aller regarder la solution que j'ai mise sur Colnet. Bon, ici, on a donc la question P7. On a les trajets. Les trajets, la longueur L est de 3,40 microns dans le milieu d'indice 2. La longueur de chaque trajet va être donnée par L, vu que c'est L, c'est le côté adjacent à l'angle, ça va être L sur cos θ. Donc, chacune des longueurs R traversées va être 4,44 microns. Pour l'onde 1, elle subit ici une réflexion dure, suivie d'une réflexion molle, et ici, il y a transmission. Donc, on aura 1, 2, 3 trajets, 3 N2R sur lambda, plus une réflexion dure, donc 1 demi. Le nombre, quand on entre tous les chiffres, ça va être 40,3. Pour N2, on a seulement une propagation de longueur R, on ne tient pas compte de la réflexion. On a donc N2R égale 13,3. Et la différence de phase entre les deux, en termes de radians, ça va être N2 moins N1 fois 2pi, donc moins 54 pi en radians. Ou en termes de nombre de longueurs d'onde, ça va être moins 27 lambda. Et on a ici un nombre pair de fois pi, donc une interférence constructive. Ou alors, on peut dire que c'est un nombre entier de fois lambda, on aura une interférence constructive. Il y avait aussi à regarder la question Q2 à la page 262. On va retourner voir quelle est cette question-là. Bon, c'est quelque chose qui est similaire à l'exemple, à la théorie qui a été présentée. On a deux ondes dans deux milieux différents de même longueur et on demande quelle est la plus petite longueur L, faisant en sorte que les rayons soient en phase à la sortie. Les deux ondes entrant ici sont en opposition de phase
et on demande quelle doit être la plus petite longueur L pour qu'elle soit en phase à la sortie des lames. Alors, on va retourner voir la solution. Alors, encore mon petit curseur. Donc, les deux mêmes longueurs. Ici, j'ai montré une onde à son sommet, tandis que l'autre est à son creux, pour bien montrer qu'elles sont en déphasage. Donc, à l'entrée, il y a une demi-longueur d'onde entre les deux ondes. On veut que le delta phi soit de 2π à la sortie. Pourquoi? Pour qu'elle soit de nouveau en phase. Il faut donc que delta n soit égal à 1, une longueur d'onde à la sortie. Soit dans le monde des radians, 2π, soit dans le monde des mètres, des longueurs d'onde, une longueur d'onde. Or, on décrit les deux trajets. Les deux trajets se font avec la même longueur et dans des milieux d'indices différents. Initialement, la situation initiale, c'était pi. On veut rajouter un delta phi qui soit de pi. On écrit ce delta phi qui va être 2π fois n2L sur lambda moins n1L sur lambda. On veut que cette différence-là donne pi. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter pi. On était en opposition de phase à l'entrée. Il faut rajouter l'équivalent d'une demi-longueur d'onde. Bon, les nombres pi s'annulent et on reste avec cette expression ici. Quand on entre les chiffres, ça donne 1,60. Et on trouve que L doit être au minimum 5 demi lambda. Pourquoi minimum? Parce que ici, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait delta n à l'entrée de 1 demi. Autrement dit que le passage dans les deux milieux rajoute une différence équivalente en demi-longueur d'onde. Mais on aurait pu décider de rajouter 1 et une demi-longueur d'onde, ou 2 et une demi-longueur d'onde, ou 5 et une demi-longueur d'onde. Le fait important aurait été le une demi, qui aurait fait en sorte qu'on aurait été de nouveau en phase à la sortie, mais ça aurait impliqué d'avoir traversé une longueur de pellicule plus longue. On va retrouver ce genre de questions-là à l'occasion plus tard. Bon, alors c'est ici que se termine cette capsule qui portait sur la section 7.1. La prochaine capsule portera sur la section 7.2, toujours des ondes lumineuses. Alors, bonne étude.